Dematrausen, Degemermat. Alors, je viens d'épuiser tout le vocabulaire breton que j'ai, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, et je suis désolé pour la prononciation. J'habite juste à côté de la Belgique, donc ça sonne un peu plus néerlandais que breton. Bon, au moins j'ai essayé. Il y a des défis qui sont un petit peu trop grands pour moi. Vous n'êtes pas dupes, même si j'étais le meilleur des meilleurs, le matériel dans ce téléphone qui est posé là et qui apparaît là n'est pas capable de faire tourner Jenkins. Il n'est même pas capable de faire tourner Doom. Bon, j'ai quand même quelques idées pour l'upgrader, mais ça sera pour un prochain talk. On va donc le mettre de côté, et aujourd'hui, on va voir s'il est possible d'installer Jenkins, un agent ou un contrôleur, sur un téléphone un peu plus récent que ça, donc un smartphone Android d'il y a quelques années. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Alors à laquelle je répondrai, pourquoi pas? Voilà, c'est strictement inutile, donc rigoureusement indispensable. Mais aussi parce que j'ai des smartphones qui s'accumulent à la maison. Généralement, donc, les miens terminent leur carrière de smartphone à cause d'une batterie faiblarde, ou alors ils deviennent lents, ce qui les rend impropres à une utilisation professionnelle, donc ils s'entassent dans mon bureau, dans mes tiroirs. C'est pas le truc HDMI, c'est celui-là. Ça clignote? Ok. Écoute, j'ai une autre sortie HDMI si tu veux, on l'essaye. Soyons fous. Qu'est-ce que ça dit? Nickel. Parfait. Super. Allez, on y retourne. Donc, je disais que certains ont une deuxième vie. On y reviendra, mais il y en a d'autres qui restent branchés, comme celui de la photo, comme ça, ad vitam aeternam sur mon bureau, en attendant la fin de la transition, qui n'arrive jamais. Donc, comme je suis en plus l'informaticien de la famille, et que de mon cercle d'amis aussi, on me refourgue forcément les vieux smartphones, parce que tu sauras bien quoi en faire. Hein. Donc ça s'accumule un petit peu à la maison. Vous êtes confrontés au même truc, ça augmenter les performances du Wi-Fi, réparer les imprimantes forcément, et démarabouter les ordinateurs vérolés. Vous avez les mêmes chez vous. Alors oui, certains auront peut-être tiqué, j'ai des amis en dehors de l'IT, si vous voulez des tips, je vous les donnerai à la fin de cette présentation. Alors, je suis aussi, par ailleurs, désolé s'il y a des amatophobes dans la salle, il y aura d'autres photos avec de la poussière par la suite. Alors, vous êtes sans doute confrontés aux mêmes choses. Si vous n'êtes pas informaticien de votre famille, vous êtes aussi passé à travers plusieurs générations de smartphones, parce que forcément, ils vieillissent, ils ralentissent, ils vous lâchent partiellement ou totalement, mais vous ne les mettez pas au recyclage, et vous ne les vendez pas en seconde main, parce que qui sait ce que les gens pourraient en faire. Et puis c'est éventuellement avec ce téléphone-là que vous avez pris les premières photos de votre enfant, ou les dernières de votre grand-parent, donc il y a un attachement sentimental un petit peu con. Mais on les garde, et malheureusement, ça pourrait servir à autre chose. C'est dommage de laisser quelque chose auquel on a un tel attachement prendre la poussière et ne servir à rien. Donc c'est à vous maintenant, si vous le souhaitez, je vais vous demander d'être honnête avec vous-même, et puis avec moi, et de me dire combien de smartphones traînent chez vous dans les tiroirs. Alors, si ce petit add-in veut bien fonctionner, vous avez quelques secondes. Hop. Voilà. Oh, il y a des gens qui répondent, c'est formidable. Alors, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, en tout cas, merci, je me sens un petit peu moins seul. Donc, je ne sais pas si vous avez été tous sincères, ou si vous n'avez pas eu le temps, ou qu'il n'y a pas de réseau. Donc, on a forcément chez soi des téléphones dont, pour certains, on a même oublié jusqu'à l'existence. Ils sont plus au goût du jour, forcément, mais ils peuvent encore nous rendre beaucoup de services. On peut éventuellement les envoyer passer une retraite dorée à la plage, mais c'est beaucoup mieux s'ils servent encore. Ils peuvent servir de cale-porte, presse-papier, serre-livre, mais je suis sûr qu'on peut faire un tout petit peu mieux que ça. Alors, tant que votre téléphone n'est pas acheté, il ne pollue pas. Hein. Alors, on va plomber un petit peu l'ambiance avec des chiffres qui piquent un petit peu. Donc rien que cette année, 5,3 milliards de smartphones vont finir à la poubelle. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est comme si un habitant sur deux de la planète jetait son téléphone. Et c'est un paradoxe qui est saisissant dans notre économie numérique. On possède collectivement 16 milliards de smartphones, soit environ 2 par habitant sur Terre, mais on en jette un tiers chaque année. Et le plus troublant, c'est que 90% de ces téléphones fonctionnent encore parfaitement ou suffisamment pour être utilisés. C'est comme si on jetait notre voiture tous les 3 ans, bien qu'elle fonctionne encore super bien, juste parce qu'il y a un autre modèle de voiture qui vient de sortir.
Et votre smartphone, le mien aussi, forcément, contient plus de 70 matériaux différents. Et certains de ces matériaux sont extraits dans des conditions absolument infectes pour l'environnement et les populations locales. Et le véritable drame de tout ça, c'est que seulement 20%, moins de 20% de ces déchets sont recyclés. Et on crée donc des montagnes de déchets électroniques, souvent en Afrique, 62 millions de tonnes en 2022. Il faudrait plus d'1 million de camions, 1,5 million de camions pour être transportés. C'est hallucinant. Alors, en plus de les jeter, on ne les recycle pas correctement. Donc seulement 22,3% des déchets électroniques mondiaux sont recyclés. Et pour les smartphones, c'est encore bien pire. On est à 15% dans le monde. Et en France, qui est censé être un pays industrialisé, avec des infrastructures, on tombe à 5%. 5%, c'est un chiffre qui me fait délirer, quoi. Sur 100 téléphones, il n'y en a que 5 qu'on récupère, les autres sont quelque part dans la nature, jetés. Alors l'Europe fait effet de bon élève, on a 42,8% de recyclage des téléphones, mais même si c'est le meilleur taux au monde, ça veut dire que plus d'un portable sur 2 finit à la poubelle et n'est pas recyclé. C'est dramatique. Ça fait aussi 62 milliards, si on veut s'intéresser à l'argent, de dollars de matériaux précieux qu'on perd chaque année. On jette littéralement de l'or, de l'argent, du cobalt, des terres rares, des matériaux pour lesquels on a éventuellement détruit des écosystèmes complets, où on a flingué des communautés, et qu'on gaspille en fin de vie, qu'on jette. C'est un modèle économiquement absurde. On extrait, on produit, on jette, et on recommence. Alors, il y a des solutions qui existent, ne serait-ce qu'utiliser son téléphone plus longtemps, parce que ce n'est que lorsque l'on jette qu'il pollue, enfin c'est l'essentiel de la pollution qu'il produit. Les téléphones, vous en êtes les témoins, ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. On était dans 32 bits dans le temps, on est passé en 64 bits, et on a des puissances de plus en plus folles, avec des nouvelles puces, des GPU, des VPU, des puces dédiées à l'IA, les NPU, etc. On a maintenant des téléphones, depuis quelques années, qui ont une puissance dingue, dont on pouvait à peine rêver il y a quelques années. Et Apple, quoi qu'on en dise, a fait énormément pour ça avec ses puces mobiles qui se retrouvent dans ses Mac M1, M2, M3, M4, etc. Mais qui ont prouvé qu'on pouvait avoir une machine performante et pas forcément reliée au secteur en permanence, contrairement à mon PC qui bouffe de la batterie comme pas possible. Donc, on aurait potentiellement un réseau mondial de calculateurs qui sont capables de choses extraordinaires, bien plus que de doom-scroller sur TikTok, par exemple. Donc ça pourrait, mais ça n'arrivera pas, transformer notre infrastructure numérique mondiale. Alors je vous l'ai dit, un smartphone qui dort, c'est un peu du gâchis en barre. Abandonné dans un tiroir, c'est juste un objet oublié. Mais c'est un petit trésor de terres rares et de métaux précieux qu'on a extrait à grand renfort d'énergie et souvent au prix fort pour la planète. Alors, si on les a, autant les recycler, ou mieux les recycler, les réutiliser intelligemment. Ce que je vais vous proposer dans la suite, c'est évidemment un petit peu de téléphoner. Hein, vous aviez lu peut-être l'intitulé de la conf. Si on transformait notre smartphone qui rame un petit peu en serveur. Mais avant ça, il faut quand même vous rappeler un truc. Votre smartphone, c'est une espèce de fusée miniaturisée. Il a 2 caméras, un gyroscope, un accéléromètre, un GPS, un capteur de lumière, parfois même un lidar, un micro, un haut-parleur, du NFC, du Wi-Fi, et j'en passe. C'est un véritable couteau suisse numérique. Et il peut faire beaucoup plus que doom-scroller sur TikTok ou montrer l'heure. Il y a même un subreddit pour ceux qui veulent discuter de toutes les nouvelles vies qui sont possibles pour les smartphones. Vous pouvez avoir une caméra de surveillance pour vos impressions 3D, une webcam pour vos live Twitch, une caméra de sécurité, une console de rétro gaming, un jukebox, pourquoi pas, un cadre numérique pour mamie, un serveur domotique pour jouer à Tony Stark à la maison, un filtre anti-pub avec Pi-hole, un NAS, un outil d'astrophotographie, une app pour des projets de recherche. Il y a jusqu'à 21 capteurs dans votre téléphone. C'est une vraie station météo mobile. Vous pouvez aussi faire une station, un serveur Minecraft et pourquoi pas même une télécommande pour votre téléviseur. Et évidemment, on peut en faire une ferme de terminaux Android. Ça, c'est ma passion secrète depuis des années, mais je m'égare. Donc l'obsession du jour, c'est est-ce qu'on va pouvoir transformer notre smartphone en véritable serveur? Alors, serveur, c'est une chose, mais pourquoi du CI/CD? Si on admet qu'on peut le faire, pourquoi du CI/CD? Eh bien, bêtement, parce que j'en fais depuis perpète et que c'est l'essentiel de mon boulot. Donc forcément, quand on a comme outil qu'un marteau, tout a une tête de clou. Donc, il y a plus de 10 ans, moi, je bidouillais déjà des serveurs GitLab Community Edition sur des petites cartes, des petits trucs. Et le but, c'était de faire une espèce de R&D sauvage,
parce que comme ça, je ne vais pas remplir des tickets Jira, obtenir l'autorisation du DSI, remplir des tonnes de formulaires. Voilà, je faisais des trucs dans mon coin, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Et le CI/CD, vous en êtes maintenant convaincu après toutes les confs qu'on a vues hier et aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour tout projet informatique qui se respecte. C'est essentiel pour gagner du temps, améliorer la qualité et éviter de livrer en prod un bug le vendredi à 17h. Alors évidemment, on peut parler de shift left, de l'importance des tests en amont, etc. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc j'ai rejoint le projet Jenkins, vous ne l'auriez pas deviné, il y a 3 ans. Et alors j'ai ressorti tous mes vieux jouets. J'ai mis des agents Jenkins partout, même sous l'évier à la maison, alimentés par une hydrolienne. Et peu importe, j'ai poussé le vice jusqu'à installer des contrôleurs Jenkins sur ces petites machines. Et évidemment, c'est lent, ça rame parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire, mais ça marche. Il faut juste être patient. Et on est déjà patient dans nos entreprises avec le CI/CD, c'est généralement pas super rapide. Mais il y a autre chose avant ça. Il y a un autre truc dont je dois vous parler. On retourne en 1989. Oui, 1989, comme ta conf. Ça commence à sentir un petit peu la naphtaline. À cette époque-là, moi, j'ai découvert la HP48SX. Et là, j'ai pris une claque numérique. Cette calculatrice, c'était un ovni à l'époque. On pouvait la programmer en assembleur. Il y avait du scrolling hardware, il y avait des jeux, il y avait des utilitaires. C'était une espèce de mini-ordinateur de poche déguisé en calculatrice de lycéen modèle. Et moi, alors, j'ai passé des années fabuleuses au lycée, enfin surtout en fond de classe, dans les cours très très longs, grâce à cette calculatrice. Et depuis ce jour, j'ai une passion assumée pour tout ce qui tient dans la main et qu'on peut programmer et bidouiller de fond en comble. Alors évidemment, quand le Orange Pi 0 et compagnie, ce genre de petit truc-là, est sorti dans les années 2010, j'ai sauté à pieds joints là-dedans, parce que c'est tout petit, c'est pas extrêmement puissant, mais on peut faire des trucs de fou avec. Grâce à ces petits machins-là, j'ai monté une ferme de terminaux Android, parce qu'on produisait des applications Android dans la boîte où j'étais. Et j'ai réalisé en fait que les smartphones, c'est des espèces de SBC, les single board computers, mais déguisés. Ils sont mieux en plus, ils sont plus puissants, ils ont une meilleure gestion thermique, ils ont plus de capteurs si on en a besoin, et accessoirement, ils sont beaucoup plus chers. Mais il y a un twist. Ils sont beaucoup plus chers, mais ceux qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous les trouvez facilement pour pas grand-chose. Il y en a même que vous avez mis à l'arrêt de vous-même. Ils ne vous coûtent rien, vous avez déjà acheté il y a longtemps. Donc pourquoi pas les utiliser? Alors quand on compare leurs specs, par exemple un d'il y a 2 ans avec un single board computer de maintenant, la quantité de mémoire est globalement la même, le nombre de cœurs, c'est proche, et côté performance brute, le smartphone, il éclate souvent les SBC. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont des puces plus récentes, elles sont gravées plus fines, il y a aussi des fois des fréquences plus élevées, et ils ont une bien meilleure gestion thermique. Sur ce genre de truc que vous avez là, généralement, ça vous est livré comme ça, il n'y a pas d'heatsink, il n'y a rien du tout, c'est à vous de penser quelque chose, et ça n'a pas été fait par le manufactureur, donc au niveau de gestion thermique, c'est pas fou. Le téléphone, par contre, généralement, ça se passe bien, jusqu'à ce qu'il fonde. Et puis, franchement, est-ce que c'est pas le kiff absolu d'avoir dans sa poche, ou autour du cou, pourquoi pas, son propre orchestrateur CI/CD? Non? Personne? C'est juste moi? Ok, vous avez raison d'être prudent. Je suis peut-être en plein trip techno-geek, j'ai l'habitude. Mais bon, qui sait, si jamais ça fonctionnait, il y a un éléphant dans la pièce. Alors non, vous ne retournez pas, c'est une expression. Il y a un petit détail qui doit vous chagriner en principe. Je vous ai dit, le smartphone, c'est puissant. Ok. Mais il tourne sous Android, il ne tourne pas sous Linux. Donc, vous avez raison, Android, c'est pas Linux. C'est comme un Linux, mais qui aurait pris un chemin un petit peu différent. Il y a bien un noyau Linux à la base d'Android, mais avec une hybridité maison et un environnement d'exécution, mais alors qui est complètement différent. C'est Android Runtime. Alors, résultat, c'est impossible d'exécuter une application Linux de base sans adaptation. C'est comme si vous aviez 2 maisons avec les mêmes fondations, mais vous n'avez pas les mêmes murs, les mêmes prises, les mêmes meubles. Enfin bref, en gros, c'est complètement incompatible. Donc, Android, c'est pas Linux, même s'il en partage une partie de l'ADN. Donc, pour le faire bosser comme un serveur, il y a un petit peu de boulot. Alors, vous le savez, pour écrire une application Android, généralement, c'est du Java ou c'est du Kotlin. Donc, on va se dire, il y a une machine virtuelle, forcément, sur le téléphone. Ça devrait fonctionner. Alors oui, il y en a une, enfin une des deux. Il y a l'Android Runtime, l'ART, qui est la version moderne, et puis vous avez la vieille, sur les vieux téléphones, qui s'appelle Dalvik. Et la bonne nouvelle, c'est que même si ce n'est pas une JVM de base, on peut quand même lancer du Java depuis un shell ADB. Mais comme c'est du Android et pas Linux, c'est un petit peu compliqué. Donc comme d'habitude, on commence par compiler son code avec Java, et vous obtenez un point classe. Ensuite, vous le passez par l'outil qui s'appelle D8, et vous obtenez un point dex. Ensuite, vous le poussez sur l'appareil avec ADB, et puis vous l'exécutez avec
Dalvik VM. Et à ce moment-là, vous croisez les doigts très très fort pour ne pas que ça crache au premier import. Parce que oui, ça fonctionne, oui, mais ce n'est pas prévu pour ça. C'est comme faire du skate sur l'autoroute, ça peut marcher, mais ça a vos risques et périls. Donc ADB en plus ne permet pas d'installer de paquets. C'est juste un shell, vous n'avez pas de gestion de dépendance, etc. Donc vous êtes un petit peu tout nu quand c'est comme ça. Mais il y a une lueur d'espoir qui s'appelle Termux. Alors Termux, c'est notre couteau suisse sous Android. Ça ressemble à du Linux, ça vous présente un shell qui est basé sur le même que celui d'ADB, mais la subtilité, c'est qu'il vous permet d'installer des paquets. Il vous permet même de compiler, etc. Donc si jamais on pouvait installer un agent Jenkins depuis Dalvik en profitant de Termux, là on aurait peut-être un vrai plan d'action. Alors, je vous ai balancé plein d'informations sans transition. Agent Jenkins, je n'ai même pas dit ce que c'était. On va détailler ça dans un moment. Et Termux, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, c'est un terminal Linux, je vous l'ai dit, sur votre smartphone Android ou votre tablette, peu importe. Il n'y a pas de route à faire, il n'y a pas de galère. Ça, c'est une application classique, standard. Donc ça vous donne une espèce de mini Linux dans la poche, et vous avez un truc style apt pour installer tout ce qu'on veut, que ce soit du Git, du Python, du Node, du Clang, du Vim. Alors il n'y a pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une vraie gestion de paquets comme Debian ou Ubuntu. Mon petit plaisir du matin, c'est de faire un package update et de voir des choses qui arrivent. C'est super chouette. Il y a SSH, donc on peut se connecter depuis le téléphone vers un vrai serveur taille adulte. On peut faire aussi, pourquoi pas, un R5 de ses contacts, ça peut être marrant. Il y a du Python, du Rust, du Go, du Swift, et tout ça, ça peut compiler directement sur le téléphone. Et on peut même déboguer avec GDB, LLDB, Estras, comme un vrai pro. Et il y a même les man pages, si vous voulez lire ça comme un roman dans le bus, c'est vraiment top. Et si en plus on y connecte un clavier Bluetooth et un écran USB-C, pourquoi pas, bon là il n'y en a pas sur l'image, mais j'en ai un dans le sac, ça vous fait une petite station Linux de poche, transportable partout. C'est vraiment un super couteau suisse. À l'intérieur de Termux, vous avez un serveur SSH, sauf que par défaut, il n'est pas configuré, donc il va falloir le démarrer à la main. C'est pas sorcier, on fait SSHD, boum, ça démarre, et quand on en a marre, on fait un pkill SSHD, c'est terminé. Par défaut, c'est une authentification par mot de passe. Donc c'est pas génialissime, mais c'est bien, comme ça, ça permet de faire une première connexion depuis votre PC vers votre téléphone, pourquoi pas. Donc si ça n'est pas encore installé, on installe OpenSSH. Alors il y a un dossier magique de Termux qu'il faut retenir, c'est le $préfixe qui correspond généralement à /data, /com.termux/file/us. Bref, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est là que tout se passe. Et donc dans le fichier sshd-config, on va retrouver un prit-mode yes, password authentication, etc. Et c'est celui-là qu'on va devoir modifier si jamais il n'est pas dans cet état-là. Nano est disponible, donc on peut modifier ce fichier avec Nano, on peut installer VI juste derrière, et une fois qu'on a terminé, on peut mettre un mot de passe avec password, comme votre distribution Linux, absolument classique. Alors évidemment, la méthode recommandée pour se connecter en SSH, c'est avec des clés privées-publiques. Donc on va partir de notre PC, générer des clés, les pousser sur le téléphone Android, sur lequel on installera Jenkins si on y arrive, en tout cas l'agent Jenkins. Pour simplifier les choses, on va dire qu'ils sont sur le même réseau Wi-Fi, ce qui est le cas ici, parce que mon pauvre téléphone essaie de capter quelque chose et de donner du Wi-Fi au téléphone cible sur lequel il y a Jenkins et à ma machine. Il va falloir connaître l'adresse IP de votre Android. Et pour ce faire, c'est facile, vous allez dans les paramètres, à propos du téléphone, statut, adresse IP, ou directement dans Termux sur le téléphone, vous écrivez IP ADDR comme vous le feriez sur n'importe quelle machine Linux. Vous cherchez la ligne à côté de WLAN 0 avec Inet, et vous avez votre IP. Là, c'est du grand classique, on génère les clés RSA, ensuite on les bouge dans le répertoire .ssh, on change les permissions si c'est nécessaire, et ensuite on fait un SSH copy ID pour prendre nos clés du PC pour les pousser sur le téléphone. Et une fois que c'est fait, on peut se connecter. Et là, on a une petite surprise. Lorsqu'on se connecte la première fois en SSH sur Termux, on peut mettre ce qu'on veut comme utilisateur, on peut, n'importe quoi, ça passe. Alors c'est un petit peu gênant au niveau sécurité, mais c'est ainsi. Il n'y a qu'un seul nom d'utilisateur possible, ce n'est pas une gestion des utilisateurs comme vous trouvez sur Linux, il dépend de la gestion des utilisateurs sous Android, donc il n'y en a qu'un. Il a un nom plus cryptique qu'amical, en l'occurrence sur le mien c'est U0_A504, pas facile à retenir, mais vous pourriez mettre Toto, ça fonctionnerait également. Donc vous poussez les clés là-dessus, vous vous connectez, tout va bien. Et si vous avez un agent SSH, évidemment, vous pouvez ajouter votre clé SSH, votre agent vous chargera de vous connecter. Il y a une subtilité à ne pas oublier, c'est que SSH tourne sur le port 8022 sur le téléphone et non pas sur le port 22. Voilà,
maintenant, on va désactiver l'authentification par mot de passe parce que c'est mal. Donc une fois de plus, on rouvre le fichier avec nano, on remplace la ligne password authentication de yes par no, et puis ensuite, on fait un petit pkill d'SSHD et on relance SSHD. Alors, évidemment, de préférence à ne pas faire sur le PC, mais depuis le téléphone directement, sinon vous risquez de perdre un petit peu l'accès. Voilà. Donc maintenant, on peut se connecter sans mot de passe au téléphone à l'aide d'une clé privée publique. Le problème suivant, c'est le Java. On a vu tout à l'heure, il y a Dalvik VM, mais ce n'est pas une JVM. Et si on essaie de transformer le war ou le jar de Jenkins en Dalvik, ça ne va pas le faire, j'ai essayé pour vous, ça ne fonctionne pas. Donc on lance ici Dalvik VM en moins version, on vous donne la version de la Dalvik VM. Par contre, Java, il n'y en a pas par défaut. Donc on va regarder si ça existe par défaut dans les packages de Termux. Et coup de bol, ça existe. Vous trouverez facilement du OpenJDK 17 et du OpenJDK 21. Pour ma part, Jenkins est compatible avec JDK 21 depuis déjà une paye, donc on va installer de l'OpenJDK 21. Voilà qui est fait. Donc on a maintenant une JVM qui est compatible avec un agent Jenkins directement sur le téléphone. Ça commence à se sentir bon. Alors, on fonce un petit peu tête baissée là. Je vous ai parlé d'agent Jenkins, de Jenkins, etc., mais je ne vous ai même pas dit ce que c'est. Peut-être que des gens ici dans l'assistante ne connaissent pas Jenkins. On va en dresser un portrait super rapide. Jenkins, c'est un peu un chef d'orchestre, c'est un orchestrateur pour le développement logiciel. C'est open source, licence MIT, et c'est fait pour l'intégration continue, la livraison continue, enfin bref, les fameux CI/CD dont on a déjà tous entendu parler. C'est là pour automatiser des trucs qui ne sont pas forcément très fun, mais qui sont essentiels, donc les builds, les tests, le déploiement, enfin bref, tout ce qui peut péter à 23 h un vendredi. Jenkins a des tonnes de plugins, plus de 1800. Alors, certains diront qu'il a les avantages de ses inconvénients, hein, c'est un peu gênant parfois, mais grâce à ça, il s'adapte à presque toutes les situations et à presque tous les projets. Alors maintenant que le décor est planté, on va revenir à la fameuse question, c'est quoi un agent Jenkins? Eh bien, c'est une espèce de bras droit du contrôleur. Il va s'installer sur une autre machine, généralement, que le contrôleur, et il va exécuter les tâches que le contrôleur lui donne. Ça peut être des piles, des tests, des déploiements, peu importe. Lui, c'est la sueur, pendant que le contrôleur, lui, sirote son café. Alors, pourquoi on utilise des agents? Parce qu'ils permettent déjà de répartir la charge. Vous pouvez avoir plein d'agents différents. Ils peuvent bosser en parallèle, et puis ils permettent aussi d'adapter le contexte, les environnements. Vous pouvez avoir du Java 8 sur une machine, du 17 sur une autre, du 21, 24 sur encore une autre. Vous pouvez avoir du Windows, du Linux, du Mac, du frigo connecté, peu importe, tant qu'il y a du Java sur la machine. Ça devrait pouvoir le faire pour exécuter l'agent Jenkins. Donc grâce à ça, on a plus de scalabilité, plus de flexibilité, et puis des pipelines qui, en principe, tournent comme une horloge, en tout cas quand ils sont bien codés. Pour l'étape suivante, on va supposer qu'on a déjà un contrôleur Jenkins. On ne va pas que supposer, j'ai un contrôleur Jenkins sur cette machine, donc une machine sérieuse. On va vérifier d'abord que le serveur SSH tourne bien sur notre téléphone, et une fois que c'est fait, on va créer un credential pour accéder au téléphone grâce au credentials. Donc là, dans Jenkins, je crée un new credential, je choisis le type SSH username with private key, je lui donne un identifiant, le username, je mets le U0_1504 de tout à l'heure, quoique je pourrais mettre Toto, je pense qu'à ce niveau-là, ça fonctionnerait aussi, et private key, je l'entre directement là-dedans. Voilà qui est fait. Je fais create. Ça, c'était la première étape. L'étape suivante, maintenant, c'est de créer l'agent Jenkins lui-même. Là, on a juste la clé, il faut qu'on démarre quelque chose. Donc, je retourne dans Manage Jenkins, New Node, je vais lui donner un nom, pourquoi pas Android, je dis que c'est un agent permanent, voilà. Ensuite, je choisis le nombre d'exécuteurs, ça dépend de la puissance de mon téléphone. Est-ce que je veux qu'il y ait un seul process qui tourne en même temps, ou est-ce que je veux faire 15 builds, ça dépend de sa puissance. Je lui donne bien le remote root directory, le fameux $préfixe, là. Je lui mets un label Android pour dire que voilà, je vais pouvoir, en fonction du label, je vais pouvoir dire tel type de job vont sur tel type de machine. Donc Android, c'est ça. Je dis qu'il faut s'y connecter en SSH. Je mets l'IP que j'ai relevé tout à l'heure dans Termux ou directement dans mon interface Android. Je n'oublie pas dans les trucs avancés de mettre que c'est le port 8022 et pas le port 22. Et voilà. Si tout se passe bien, on a maintenant un agent qui est démarré et connecté sur le téléphone. Avec le contrôleur, lui, par contre, qui est toujours sur mon laptop. Ensuite, où est-ce que ça veut bien fonctionner? Voilà, je vais créer un job, un pipeline de ce type freestyle, vraiment ce qu'il y a de plus simple, c'est vraiment des trucs à l'arrache.
et je vais l'assigner à mon téléphone Android pour voir si ça fonctionne. Je dis juste qu'il doit pouvoir tourner sur un nœud, sur un agent Jenkins qui a été tamponné avec le label Android. Et je vais faire le truc le plus simple qui soit, la bête commande une M-A. Une M-A, ça me donne des informations sur la machine elle-même. Je clique ensuite sur Build Now, et je vais aller constater, il y a une coche verte, c'est plutôt bien parti. La commande était extrêmement simple, on voit donc maintenant qu'il y a que cette machine c'est un Linux, enfin considéré comme un Linux, en tout cas c'est ce que donne la commande du name, avec un noyau quelque peu vieillissant. Arch64, c'est donc une machine en ARM 64, donc 64 bits, et à la fin Android. Donc voilà, j'ai bien un agent qui fonctionne sur ma machine Android. Plutôt sympa, on a réussi le premier test, c'est le 5.5. Alors, est-ce que c'est le moment de faire la fête? Bah pas tout à fait. Parce qu'en fait, on est contraint par ce que Termux nous donne comme commande et comme paquet. Par exemple, si le matin je me lève et je dis tiens, je compilerais bien un petit truc avec GCC, eh ben pas de bol. Parce que par défaut, il n'y a pas GCC dans les dépôts officiels. Si on fait une petite recherche avec package search GCC, il n'y a rien qui ressort. Nada. Tristesse. Mais heureusement, la communauté Termux ne dort jamais. Et il y a des dépôts alternatifs dans lesquels il y a plein de GCC, le 6, le 7, le 8, etc. Donc une fois qu'on a installé ces dépôts, on refait un package update et package search et installe GCC. Et on a un GCC récent. Et si vous voulez vraiment les derniers packages GCC qui n'existent pas encore pour Termux, eh ben on ressort la ligne de commande, la caféine, et c'est parti, on le compile nous-mêmes. Ça fonctionne. Alors, dans les épisodes précédents, on a déjà bien préparé le terrain pour faire tourner un agent Jenkins sur Android. On a installé Termux, SSH, un JDK, et on a connecté tout ça à un contrôleur Jenkins sérieux, pour autant qu'on puisse appeler mon laptop sérieux, et on a exécuté un petit pipeline freestyle avec la fameuse commande d'une M-. Donc on peut considérer que la mission est accomplie, ou presque. Donc on va rester sur mon bon vieux Redmi Note 7, qui est un Android 10, il n'est pas tout jeune. Moi je l'ai mis à la retraite parce que il suivait plus, il était trop lent, et puis la batterie elle tenait pas la journée. Donc il risque d'en baver un petit peu pour faire tourner Jenkins. Mais il y a une autre possibilité qu'on n'a pas explorée, qui aurait été de directement installer Linux sur ce téléphone, parce que ça existe, c'est possible. Mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est pas drôle si on choisit la facilité. Donc le défi du jour maintenant, après qu'on ait montré qu'on puisse installer un agent, on va installer un contrôleur. En tout cas, on va essayer. Ça risque d'être un petit peu sportif. Alors, j'ai déjà joué avec des machines qui n'ont pas beaucoup de mémoire, je vous ai montré le 0 là tout à l'heure. Donc j'ai déjà vu par le passé que Jenkins peut tourner sur très peu de RAM. Si on a 1 giga, on est bien. Si on a 4 gigas, on est très 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 bien. Bon, après, ça dépend du nombre de jobs, etc. Il y en a qui sont à 4 Tera. Mais peu importe, on n'en parle pas de cela. Donc, le téléphone, là, je ne sais pas combien il a. Mais on va regarder. Et on va regarder combien il a en total et combien vont être donnés à Termux. Donc, une petite commande free-h une fois qu'on est connecté en SSH à Termux, ça nous donne 3.6 au total et 1 giga de disponible. Bon, alors je ne sais pas au moment où j'ai fait ça combien d'applis étaient en train de tourner sur le téléphone, donc on va se dire que grand minimum, on a 1 giga pour faire tourner Jenkins. C'est pas mal et on en a peut-être beaucoup plus que ça. Donc 3,6 gigas de RAM sous le capot pour un truc qui servait à rien, qui prenait la poussière, c'est pas si mal, franchement. Alors c'est pas Las Vegas, évidemment, mais à mon avis, il y a de quoi lancer Jenkins là-dessus sans tout faire péter. Donc, étape suivante, c'est de lancer Jenkins avec le jenkins.war. Mais d'abord, il faut qu'on se ravitaille un petit peu. On va aller installer curl, et une fois qu'on a récupéré curl, on va aller télécharger la dernière version de Jenkins. Au moment où je l'ai fait, c'est 2.504.1. Hier, je crois qu'il y a eu la 2.504.3 qui est sortie, mais peu importe, c'est juste pour la démo. Alors, ça ne suffit pas d'installer Java. Malheureusement, Jenkins a aussi besoin, malheureusement, de police. Si vous installez juste Java et vous tentez de lancer Jenkins, il ne va pas vouloir démarrer parce qu'il va vous dire il me manque les polices qui lui sont nécessaires pour vous afficher une UI, pas tout à fait à jour, mais une UI qui a besoin de ces polices. Voilà. Donc il faut installer font config, freetype, etc. Donc on a la RAM, on a Java, on a les polices, et bien il n'y a plus qu'à lancer Jenkins, ou en tout cas essayer, et voir ce qui se passe. Donc un petit java-jar jenkins.war, et là, c'est le drame. Non, même pas. En fait, il démarre gentiment, il extrait le war, il démarre Jetty. Pour l'instant, tout se passe bien. Et à la fin, il vous dit un petit truc qui est habituel pour ceux qui connaissent déjà Jenkins, il vous donne un mot de passe. Voilà, c'est la première fois que vous installez Jenkins, il vous donne un mot de passe, et il est planqué dans un endroit un petit peu particulier. Ça, c'est une fenêtre aussi que les utilisateurs de Jenkins, enfin les admins en tout cas, connaissent bien. C'est quand vous démarrez un Jenkins pour la première fois, il vous dit « Oh, il y a quelque part dans les logs un mot de passe, il faudrait aller le chercher et me le mettre là, histoire de je vois que tu es bien la personne que je crois que tu es. » Donc on va le chercher à un endroit un peu compliqué, la data, etc. On lui renseigne,
Et ça fonctionne. Donc on a un contrôleur Jenkins sur un téléphone. Alors il n'y a pas de cloud, il n'y a pas de VM, il n'y a pas de route, juste un téléphone, un peu de café et de l'obstination. Donc tout roule. Enfin, presque. Jenkins, au bout d'un moment, il pique sa petite crise, il vous dit « Ah, il n'y a pas de slash TMP ». Bah oui, il n'y a pas de slash TMP, c'est pas Linux, mon grand. Donc ça le contrarie. Mais il y a un quick workaround pour ça, donc on va le calmer plus tard en lui montrant un autre bac à sable dans $préfixe/TMP. Donc c'est pas vraiment un souci. Donc en dehors de ce petit caprice, ça continue tranquillement, les plugins s'installent, tout va bien. Chacun trouve sa petite place au chaud, et on retrouve une alerte de sécurité familière, le petit truc en haut à droite là, qui est rouge, mais ça n'a rien à voir avec Termux, hein. Vous l'avez dans n'importe quelle installation de Jenkins la première fois que ça arrive. Il râle parce qu'en fait, sur le nœud intégré, il y a déjà une espèce d'agent, et ça c'est mal au niveau sécurité. Donc on réglera ça juste après. Pour flex un petit peu, on installe le plugin Platform Labeler, qui vous aura plein d'informations tout à l'heure, il n'y a rien de sorcier. Et ensuite, quand on a fini tout ça, un petit coup de CTRL-C, parce qu'il a fini pour aujourd'hui, tout va bien. On lui dit proprement, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a quand même fait un bout de chemin ensemble déjà. On a prouvé que le contrôleur Jenkins peut démarrer sur Android, un agent Jenkins peut démarrer sur Android, grâce à Termux et à beaucoup d'amour. La suite, accrochez-vous à vos téléphones, c'est de réussir à transformer tout ça en service et de lui apprendre à démarrer tout seul, comme un grand, au boot. Alors, on pourrait laisser Jenkins tourner tranquillou bilou, sauf que Android, il a la fâcheuse tendance de dégainer son flingue et de tuer tout ce qui traîne. C'est un peu gênant. Ça serait gênant pour un service digne de ce nom de se faire tuer à chaque fois qu'il a besoin de mémoire ou qu'il reboot. Donc, on n'a pas signé pour jouer les ressusciteurs de zombies, alors on va lui offrir une promotion, on va le transformer en service. Pour ceux qui ont déjà installé Jenkins sur Linux, vous savez qu'il utilise systemd. Il y a des adorateurs et des gens qui sont vraiment contre systemd, mais bon, on utilise systemd. Là, il n'y en a pas de systemd sous Termux. Donc il y a autre chose, heureusement, qui s'appelle Termux Services. C'est une boîte à outils super pratique pour gérer les services comme un chef. Donc grâce à ça, il n'y a plus besoin de bidouiller son bash RC avec sa cœur démarrage ou je ne sais quoi. On peut démarrer, redémarrer un service, n'importe lequel, SSH ou les autres, avec ce jeu d'outils. Donc pour ce faire, on installe Termux Services et RUnit, et ensuite on utilise un service daemon start. On n'oublie pas de faire un exit pour relancer proprement Termux et que tout s'initialise comme il faut. Donc pour initialiser un service, c'est tout simple, SV-enable, pour le lancer de façon ponctuelle, SV-up, évidemment pour l'arrêter, SV-down, et pour ne plus l'utiliser comme service, un SV-disable. Alors on va créer maintenant un petit script pour que Jenkins devienne un service digne de ce nom. Il va savoir se lancer au boot, bosser en silence et surtout nous éviter de répéter la même manip à chaque fois. Alors vous pouvez préparer les applaudissements, Jenkins va devenir autonome. On se crée un petit script qu'on installe bien au chaud dans $préfixe/var/service/Jenkins et ensuite on met quelque chose de ce goût-là là-dedans, rien de compliqué, on définit juste les logs, on lui donne le petit contournement pour TMP pour qu'il arrête de râler et l'endroit donc où se trouvent les logs. Voilà. On fait ensuite un petit chmod plus x là-dessus et all ma pool. SV-enable Jenkins pour initialiser le service, SV-up pour le démarrer. Et est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si on fait... Ah, désolé pour les épileptiques, cette animation ne fonctionne pas. En gros, c'était censé vous montrer qu'on fait un tel-f sur les logs, et ça fonctionne. Donc le but, c'est de prouver que Jenkins est debout et prêt à bosser. Il tourne sur le port 8080 de base, grâce au service. Donc là, si on ouvre son navigateur, il faut me croire sur parole, c'est juste une capture d'écran, j'ai la démo après si on a le temps, on tape l'adresse et on a notre serveur Jenkins. Alors il est tout nu hein, quand il commence, il n'a pas de job, il n'a pas d'agent, voilà, il ne sait pas faire grand-chose pour l'instant. Alors ce qu'on a fait, on a créé un service avec run plus svlogger. On peut démarrer le service, on peut l'arrêter, on peut le surveiller, et surtout, on n'a plus jamais besoin de taper un java-jar à la main. Et rien que pour ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors maintenant, on a coché 2 cases pour l'instant. Jenkins tourne sur Android. Yeah, sérieusement. Il démarre tout seul dès qu'on lance Termux. C'est plutôt pas mal. Mais si le téléphone redémarre, ça arrive hein, que ça reboot. Ou des fois, il rame tellement qu'il faut le rebooter, ça arrive. Donc ça va être une catastrophe. Heureusement, il y a le contournement sous Termux. Donc le but, c'est que Jenkins redémarre tout seul dès que le téléphone démarre. Donc il y a une autre application qui est liée à Termux, qui s'appelle Termux Boot, qui est disponible sous F-Droid. On l'installe, on désactive dans les paramètres Android l'optimisation de batterie pour Termux Boot et Termux.
De toute façon, a priori, on s'en fout, le téléphone il va être branché tout le temps, donc la batterie, qu'elle soit économisée ou pas, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et puis ensuite, on lance Thermux Boot une première fois, pour qu'il prenne ses marques au démarrage, et puis ensuite, on se crée un petit répertoire dans Home, qui est .thermux/boot, et là-dedans, on va mettre tous les scripts qu'on souhaite faire démarrer lorsque le téléphone va rebooter. Donc, il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est la commande Thermux wake log. On en parle juste après. Donc, dans ce genre de fichier que vous allez mettre dans le .thermux/boot, vous allez mettre des fichiers bash classiques, dans lesquels la première commande sera Thermux wake log, suivie ensuite de ce que vous voulez démarrer. Là, ce qu'on vient de voir, c'est juste SSHD. Donc, SSHD, désormais, démarrera à chaque reboot du téléphone. On fait un chmod +X pour que ça fonctionne à chaque fois. Et si on veut faire ça avec d'autres services, on peut par exemple utiliser ce qu'il y a dans etc Profile et lancer tout ce dont on a besoin au démarrage du téléphone. Donc dès qu'Android se réveille, tous vos services vont se réveiller en même temps. On n'a pas encore fait Jenkins, il va falloir qu'on se le tape juste après. Donc le Thermux wake lock, c'est un petit peu la dose de caféine pour votre téléphone. Parce qu'Android, il a une gestion très particulière des applications. Dès qu'il envoie une qui ne fait pas grand-chose, il la shoot, quoi. Et ça, on ne veut pas. Donc on veut que l'application continue de tourner. Et le Thermux wake lock, il sert à ça. C'est une espèce de verrou ou dose de caféine qui dit « Ouais, je suis là, je travaille, je fais quelque chose, ne me tue pas. » Grosse pancarte, ne me tuez pas. Il y a son pendant, qui est le Thermux wake unlock. En gros, si vous avez terminé de bosser avec un service, vous écrivez le Thermux wake unlock, et il se relâche, et le téléphone pourra éventuellement tuer le service. Donc mode insomnie, mode gros sommeil. Allez, reste à s'occuper de Jenkins maintenant. Donc on va lui créer un fichier particulier dans .thermux/boot, on va l'appeler start Jenkins. Dedans on va mettre un Thermux wake log sv up Jenkins. Donc on démarre le service, un petit chmod +X, et là c'est magique. Le prochain reboot, Jenkins démarrera automatiquement. Donc on peut maintenant dormir sur ses oreilles, encore que ce concept je ne comprends pas vraiment, parce que moi personnellement c'est une à la fois, mais bon, peu importe. Donc Jenkins, pendant que vous dormirez, il sera là en train de bosser, prêt à faire le sale boulot, alors que vous ronflez, ou que vous profitez de votre café. Alors il y a quand même deux choses auxquelles il faut faire attention. Avant de redémarrer le téléphone pour voir que ça fonctionne, je vous l'ai dit, il faut lancer Thermux boot une première fois, sinon ça ne marche pas. Et la deuxième fois, c'est n'oubliez pas les optimisations batterie, sinon vous allez être déçus, ça ne va pas fonctionner non plus. Je reviens à la petite erreur que nous donnait Jenkins tout à l'heure en disant il n'y a pas d'agent, petite coche rouge là. Où est son agent? C'est vrai, on a un Jenkins, mais Jenkins sans agent, c'est un peu comme Batman sans Robin, ça marche moins bien. Oui, dans les derniers, je ne suis pas sûr qu'on voit Robin, mais bon, peu importe. Donc, on va lui trouver son agent façon Android. On va faire comme on l'a fait tout à l'heure. Je vous rappelle que j'avais un Jenkins controller sur mon laptop et j'avais un agent sur mon Android. Et bien là, je vais faire pareil, mais je vais un petit peu bootstrapper le truc. Mon agent Android, Jenkins, ça va être lui, et mon contrôleur Jenkins, ça va être lui aussi. Mais il sera content quand même. Voilà. Donc on avait tout à l'heure créé une paire de clés SSH pour Jenkins sur Android. On va faire pareil, mais directement sur Android. Donc on génère la clé avec un SSH keygene, très classique. Ensuite, on ajoute la clé publique dans le SSH Authorized Key, très classique également. Et ensuite, on change les permissions, sinon SSH va faire la tronche. Et une fois que c'est fait, on vérifie bien que dans SSHD-config, la ligne pubkey authentication est bien à yes, sinon ça va faire la tronche aussi. Et évidemment, dès qu'on modifie le fichier SSHD-config, on n'oublie pas de redémarrer SSHD, sinon ça ne fonctionne pas très bien. Et comme tout à l'heure, on prend exactement le même chemin, on va retourner dans notre Jenkins tout neuf et on va ajouter les identifiants SSH. Donc on va dans Manage Jenkins, évidemment la vidéo ne veut pas fonctionner, il faudra me croire sur parole. On retourne comme tout à l'heure dans Credentials System, on va dans Global Credentials Unrestricted, on clique en haut à droite sur Add Credential, on crée un truc du type SSH Credential, on remet l'utilisateur de tout à l'heure, le U0 à 504, etc. Et on copie notre clé privée dans la case où c'est marqué Enter Directly. Voilà. On clique sur Create, et à la fin, donc on a notre nouvelle... Celui-là non plus. Décidément, je suis rendu. À la fin, on va se créer un nouveau nœud, comme on a fait tout à l'heure, sauf que le nœud, ça sera le téléphone lui-même. Donc, comme tout à l'heure, on choisit Permanent Agent. Et si je fais ça, est-ce que ça marche? Non plus. Formidable. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est exactement le même chemin. On ne se trompe pas sur le dossier où se trouve
Jenkins, donc /data, etc. Et puis on n'oublie pas de mettre une jolie petite étiquette Android pour que ça fonctionne correctement. La différence majeure, c'est qu'on ne met pas l'IP, là c'est pas la peine de mettre l'IP qu'on avait trouvé tout à l'heure, puisque c'est le téléphone sur lui-même, localhost, ça passe super bien pour ça. Voilà, ensuite on clique sur Save, celle-là non plus ne va pas vouloir fonctionner, sinon je crois que ça me poursuit jusqu'à la fin. Et on va laisser la magie opérer, et comme tout à l'heure, si tout se passe bien, si on retourne sur Node et qu'on clique sur Myself, ce qui n'est pas possible ici, Cannot Play Mail, voilà super, on verra apparaître la ligne qu'on aime tous voir en tant qu'utilisateur Jenkins, Agent Successfully Connected and Online. Rien que ça, ça fait plaisir. Donc, mission accomplie, Jenkins et Android sont désormais meilleurs amis pour la vie. Alors, peut-être qu'il faudrait que je redémarre quelque chose. L'agent ici, il est bien connecté. Là, c'est lorsqu'on a cliqué sur le nom de l'agent Myself. On voit, grâce au platform labeler, tous les labels qu'il a pu trouver. Donc Arch64 parce que c'est de l'ARM 64 bits, Linux parce qu'il croit que c'est du Linux, même si ça n'en est pas vraiment. Et ensuite, vous verrez des trucs -unknown, parce que le plugin platform labeler, il ne connaît pas, il n'est pas censé connaître. Android, voilà, Jenkins n'est pas censé tourner sur Android, donc forcément il s'y perd un petit peu. Et le Android qu'on voit clairement au milieu, là il y a de la triche, c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure pour le repérer. C'est le label que moi j'ai trouvé, c'est pas le plugin Platform Labeler qui fait ça. Voilà. Malgré tout, il y a toujours en haut à droite le petit truc rouge qui dit ça va pas ça. Tu es en train de donner l'accès à une espèce d'agent interne au contrôleur, et ça c'est mal. Donc, on va corriger la configuration pour que Jenkins arrête d'utiliser le contrôleur en tant qu'agent. Donc c'est tout simple, on retourne dans... ça ne marche pas non plus évidemment, voilà, super. On retourne dans Manage Jenkins, dans les nœuds, on va sur le nœud qui s'appelle le built-in node, voilà, tout en haut, et celui-là, on va le mettre le nombre d'exécuteurs à 0. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on crée notre agent, en fonction de la puissance du téléphone, on mettait 1, 2, 10, 15, peu importe. Bah, là, on met à 0, et ça suffit pour le calmer, juste après, il est content. Voilà, le message de sécurité disparaît. Donc l'agent Android peut maintenant faire tout le sale boulot pendant que le contrôleur sirote à café en paix. Alors c'est schizophrénique, si c'est le bon terme, parce que c'est la même machine au final, mais bon, peu importe. Maintenant, on va faire un truc un peu plus costaud. On va voir si on peut créer un pipeline à partir d'un dépôt GitHub. Puisque Jenkins est là, il est prêt à bosser, on a fait notre premier pipeline freestyle, tout à l'heure ça fonctionnait, donc on va lui donner une vraie mission. On va donc créer un job pipeline par l'interface classique, et puis on va le connecter à un dépôt GitHub et faire en sorte que, quand il y a du changement, Jenkins réagisse et build votre code. Donc il y a des prérequis à installer forcément, parce que pour le truc que je vise, il y a du Git, donc il faut que j'installe Git. Coup de bol, ça existe, il faut que j'installe Maven, coup de bol aussi dans la dernière version en plus, c'est formidable. Une fois que c'est fait, on va créer un pipeline. Et là encore la vidéo... Oh, elle fonctionne, merveilleux. On fait donc comme tout à l'heure, on lui donne un nom, mais plutôt que de choisir Freestyle Project, on va choisir Pipeline. Qu'est-ce que je suis en taper, c'est une horreur. OK. Voilà. Ensuite, on va choisir, plutôt que Pipeline Script, GitHub plus Maven, pourquoi pas. Ah oui, alors ça, il y a une liste d'exemples comme ça qui vous sont donnés par Jenkins lorsqu'il démarre. Vous pouvez éventuellement vous en inspirer. Donc là, je ne me suis pas encore connecté à GitHub pour stocker mon Jenkins file, mais par contre, c'est un projet qui va chercher sur GitHub du code existant et qui va tenter de le builder. Et ce qu'on vient de voir, c'est que ça a fonctionné. Donc mon Jenkins file, il est local, j'ai défini comme un goré directement dans Jenkins, mais il va chercher du code qui, lui, se trouve sur GitHub. Il le récupère, il le build, il le teste, et il me dit succès. C'est génial, on vient de builder quelque chose en Maven. C'est plutôt sympa. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on fait, généralement un peu comme sur GitLab, si certains font du GitLab, on met la définition des pipelines directement dans le code, enfin dans le même repo. Ce qui fait que si vous avez des feature branches, des choses comme ça, vous pouvez mettre une version différente de votre pipeline. Et ça suit dès que vous récupérez le code. Plutôt sympathique. Donc, si on veut jouer la carte de la pérennité, on va donc mettre le pipeline dans le projet Git. Donc le but, c'est de créer un Jenkins file à la racine du repo ou dans un sous-dossier, peu importe. Et dans Jenkins, on va faire définir le pipeline script from SCM cette fois-ci. Et ne sais pas jouer la vidéo, c'est merveilleux. On met le Git du repo GitHub et on précise le chemin vers le Jenkins file. Donc dans le projet que j'ai choisi, moi, il se trouve dans le sous-répertoire Jenkins. Et donc à chaque build, Jenkins va aller chercher le nouveau code, si nouveau il y a. Il va regarder le Jenkins file et il va appliquer le pipeline sur le code qu'on vient de télécharger.
Donc on va utiliser un projet de Jenkins lui-même, c'est un projet de la documentation de Jenkins pour aider les gens à entrer dans le projet. Et évidemment, la vidéo ne veut pas fonctionner non plus, c'est formidable. Donc on verra pas grand-chose. Mais en gros, il n'y a que 3 stages. Il y a le stage build, le stage test et le stage deliver, si je ne me trompe pas. Donc voilà, 3 trucs séparés qui montrent juste que ça fonctionne bien, mais c'est pas très probant sans voir la vidéo. Bref. Ce qu'on peut essayer de faire, parce que les vidéos ne fonctionnent pas, c'est d'aller voir le téléphone lui-même. Alors, un petit, comment on appelle ça, disclaimer, ça fonctionnait beaucoup mieux à la maison. Voilà. Je pense que c'est lié au Wi-Fi, parce que le téléphone il est exactement le même qu'avant hier quand j'étais à la maison. Donc, allez savoir. Donc c'est ce vieux téléphone qui est juste là, et le Wi-Fi est donné par ce téléphone un peu plus récent qui est juste là. Donc j'ai quelques projets qui sont là, j'ai le Simple Maven Job que j'aurais voulu vous montrer en vidéo là juste avant et qui n'a pas fonctionné. Donc gardez bien à l'esprit que à la maison, ça fonctionne beaucoup plus vite que ça. Là, c'est juste un problème de réseau, c'est pas le téléphone. C'est vraiment très utilisable sur le téléphone. Vous êtes peut-être en train de vous dire, hein, il nous a vendu du rêve, finalement ça rame à mort, ça sert à rien. Non, en principe, ça fonctionne beaucoup mieux que ça. C'est juste parce que mon réseau est pourri ici. J'aurais peut-être dû prendre un vrai routeur plutôt qu'un téléphone. Donc, voilà, les derniers builds se sont bien passés et je vais en lancer un parce que même pas peur. Alors, si vous êtes sur une connexion 4G ou 5G, ben méfiez-vous, hein, parce que Maven, vous le savez bien, il télécharge la moitié de l'Internet avant d'essayer de builder quoi que ce soit. Donc, attention, vous risquez de flinguer votre forfait. Je vous ai demandé la console, cher ami. Ça va arriver. Ah, le suspense est insoutenable. J'aurais dû apprendre à faire des claquettes, ça aurait pu meubler. C'est pas ce que je voulais montrer. Allez, on retourne là. Et voilà, il est en train, il a déjà fait le build, il est en train de faire les tests, il est en train de faire le deliver. Tout bien. En fait, ça build vite, c'est juste la connexion entre les deux qui n'est pas super. Ouais. Ça sent plutôt bon. Bon, il faudra me croire sous parole. Hein. Mais les précédents étaient verts, celui-là sera vert aussi. On pourra vérifier s'il nous reste du temps. À la fin, si l'envie vous en dit. Voilà. Donc, on a un contrôleur qui fonctionne, on a un agent qui fonctionne. Dès que le téléphone boot, votre Jenkins est prêt à bosser. Donc, ce qu'on avait comme presse-papier numérique qui prenait juste la poussière, maintenant c'est métamorphosé en serveur, un super-héros du build si on veut. Enfin voilà, on a un truc qui fonctionne, qui peut nous servir à quelque chose et qui peut même builder des vrais projets de la vraie vie. Et à chaque fois qu'une coche verte s'affiche dans l'interface, dans un futur pas si lointain, mon moi du futur me fait innovation silencieuse. Ouais. Donc maintenant qu'on maîtrise les bases, qu'on a un pipeline qui tourne sur Android, on peut builder, tester, livrer où on veut, quand on veut, et même dans le métro, condition qu'il y ait du Wi-Fi. Et on pourrait par exemple brancher des notifications, ajouter des tests automatisés, déclencher une sonnerie de victoire à chaque succès. Peut-être pas sûr de celui-là, mais bon. Donc l'important, c'est qu'on vient de repousser les limites du possible avec Jenkins. Donc c'est même pas un hack en fait, hein, c'est une révolution de poche. Voilà. Et si vous avez trouvé que brancher Jenkins à GitHub sur un smartphone, c'était fun, alors il faut attacher votre ceinture parce que la suite pourrait s'annoncer encore plus techno-géniale. On pourrait demander à Jenkins de faire un café dès qu'un build échoue, parce que bon, un bon CI sans caféine, c'est comme un dev sans clavier, ça sert à rien. Ou peut-être qu'on pourra lui faire clignoter la lampe à l'arrière en torche en morse pour dire 3 petits appels de torche, c'est raté, 3 grands appels de torche, tout va bien, ou SOS quand vraiment c'est la merde. Pourquoi pas? On peut aussi envoyer un SMS d'insulte quand ça ne marche pas, avec une carte free à 0 €. Bref, il y a plein d'idées un peu plus pourries les unes que les autres qu'on pourrait avoir, parce que c'est un téléphone et pas juste un serveur Linux. C'est pas très probant comme démo. Bon, c'est pas grave.
En principe, j'avais une super démo qui venait, mais bon, il n'est pas décidé. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, c'est qu'on vient d'entrer dans le royaume du « je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça sur un téléphone ». Donc, on peut se tapoter fièrement l'épaule en disant « ouais, ça y est, j'ai réussi quelque chose de bien ». On a transformé un déchet numérique en mini-serveur CI/CD ambulant. On build, on teste, on déploie, pardon, depuis notre poche ou depuis notre tiroir de tout à l'heure, pourquoi pas. Donc on est fiers, on a sauvé un déchet électronique de la benne, on pourrait même dire qu'on l'a upcyclé, parce qu'en fait, faire tourner du CI/CD, c'est quand même mieux que de scroller sur TikTok. C'est très personnel, mais bon. Combien de temps ça va durer? Il y a bien un composant qui va nous lâcher un jour. Ça arrivera, tôt ou tard, forcément. Mais d'ici là, il nous a rendu des tas de services, il aura buildé notre software. On aura prolongé sa durée de vie de façon utile, responsable, et un petit peu geek aussi, il faut bien l'avouer. Mais la batterie, tant qu'elle ne gonfle pas comme un vieux coussin d'airbag, tout va bien. On s'en fiche un peu qu'elle soit cuite, parce que le téléphone il reste branché en permanence. Et dans le pire des cas, c'est pas grave, on le désosse, on retire la batterie, et on empile la carte mère dans une caisse parmi d'autres, comme on le fait dans certaines fermes. En Chine, des fermes de smartphones où ils utilisent des fois ça pour des trucs douteux, du genre du scan, du phishing, du farming de compte, enfin bref. Nous on fait des trucs propres, hein, on fait du Jenkins, donc rien à voir avec tout ça. Donc notre téléphone, celui qui prenait la poussière sur le coin du bureau, et ben aujourd'hui c'est un agent Jenkins autonome, un serveur de build, un DevOps de poche. On pourrait installer Linux, router Android, mais c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours fun. Donc, on pourrait faire aussi tourner Docker dans Termux. Dans ce cas-là, on n'aurait plus de limite de paquets, on aurait plein d'images différentes et on aurait un agent Jenkins dedans comme une espèce de poupée open source. Mais bon, c'est pas un dimanche à la campagne, c'est pas facile du tout. Et si dans votre vie et dans vos tiroirs traînaient aussi des trucs qui sont pleins de poussière, mais qui pourraient aider à compiler votre avenir, vous leur donneriez pas une petite chance? Merci d'avoir patienté jusqu'à là, merci d'être resté. Et maintenant, donc, il y a éventuellement le petit QR code à scanner pour me donner votre avis sur ce moment qu'on vient de passer ensemble. Et vous pouvez éventuellement, il ne reste que 3 minutes, me poser des questions ou critiquer mes choix de vie qui sont éminemment discutables. Merci beaucoup.